Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au Sénégal, c'est officiel. 4 candidats feront face au président sortant le 24 février prochain lors du scrutin présidentiel. Le Conseil constitutionnel a publié le 20 janvier la liste définitive des 5 candidats retenus. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et le candidat du PDS, Karim Wade, sont recalés pour leur déboire judiciaire, tandis que les 23 autres candidats n'avaient pas réussi à franchir l'étape des parrainages, une décision qui continue de susciter encore de vives réactions du côté de l'opposition, regroupée autour du collectif le C25, et l'annonce d'une grande marche nationale ce 25 janvier. Alors, comment éviter les germes d'une confrontation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour un scrutin libre, transparent et apaisé? Quelle forme d'alliance possible entre ces 5 candidats? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Pape Amadou Fall, journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être toujours chez vous, parce que nous avons l'opportunité peut-être de nous adresser aux Africains de manière générale pour échanger avec sur les problèmes de notre continent de manière générale. Aujourd'hui, c'est le cas du Sénégal et c'est toujours avec un plaisir que nous partageons ce plateau. Le président partage avec nous également sur ce plateau Mamadou Seck. Vous êtes le coordinateur du programme de bonne gouvernance, processus politique, démocratie également, à Gorée Institut, une organisation panafricaine d'intérêt public. Merci d'être avec nous, Mamadou. Merci Abdoulaye de l'invitation. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet d'actualité que nous avons évoqué tout à l'heure, nous allons d'abord regarder la réaction de quelques Sénégalais suite à la publication de cette liste par le Conseil constitutionnel. Et c'est avec Aminata Thiam. Regardez. Ils seront officiellement 5 candidats à briller le fauteuil présidentiel en février 2019. Dans les rues de la capitale sénégalaise, la publication de la liste définitive des candidatures par le Conseil constitutionnel a été accueillie sans surprise. Ça n'est pas une surprise pour nous. Nous y attendions. Donc, le Conseil constitutionnel a décidé. Donc, on est obligé de se soumettre. Parce que nous sommes des citoyens. Alors, c'est notre loi. Le contraire m'aurait sincèrement surpris. Je m'attendais vraiment à ce que Karim et Khalifa soient recalés. L'ancien ministre Karim Wade et l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, se sont vus notifier l'irrecevabilité de leur recours par les 7 juges. Pour ces citoyens, cela ne change en rien la tenue du scrutin. Alors maintenant, il ne reste que 5 avec le président sortant. Maintenant, nous allons avec dans la paix. Nous souhaitons surtout que ça va avec dans la paix. J'invite tous les candidats au calme. Le choix des citoyens se fera dans les urnes et non dans la rue. Le Sénégal est un pays de paix et il le restera. Ceux qui appellent à la violence pour ces élections ne réussiront jamais. Ils étaient au total 7 sur les 27 ayant déposé leur dossier de candidature au niveau du Conseil constitutionnel à avoir franchi l'étape du parrainage, suite à la réaction de l'opposition qui envisage une réponse politique au rejet de la majorité des candidatures. Ces Sénégalais appellent la classe politique et à l'électorat à plus de maturité pour le maintien de la stabilité nationale. Merci Aminata Thiam. Alors Mamadou Seck, nous sommes à quelques encablures du début de la campagne électorale, une période assez sensible avec des manifestants sporadiques dans les rues et des menaces de part et d'autre, malgré les multiples appels à l'apaisement. Qu'est-ce que finalement cette situation à laquelle nous assistons vous inspire comme réflexion? Alors, je pense qu'on est presque en train de revivre un contexte qu'on avait déjà vécu en 2012, avec tout le débat autour du Conseil constitutionnel, la décision qu'il avait rendue en 2012 de valider la candidature du président Abdoulaye Wade, la pression qu'il y avait, etc. À la seule différence qu'on n'avait pas un mouvement qui avait rassemblé une bonne partie et avait cristallisé toutes les formes d'opposition contre le président Abdoulaye Wade. C'était le mouvement du 23 juin. Mais à part cela, je pense qu'on est en train de revivre le même contexte. Ce que cela m'inspire, c'est qu'on n'a pas réellement fait des sauts qualitatifs d'un point de vue
politique, système politique, démocratie, etc. Soyez un peu plus clair. Sauf qualitatif, c'est de pouvoir mettre en place un processus électoral qui puisse rencontrer l'approbation du plus grand nombre sur la base d'un certain nombre de principes et standards internationaux. Consensus, processus participatif, assurer l'intégrité du processus électoral et s'assurer finalement que le cadre juridique qui permet de définir et de dérouler un processus électoral soit désormais un débat derrière nous. À chaque fois, on le remet sur la table, c'est dire qu'on n'a pas pu assurer au moins sa stabilité d'un point de vue structurel. Parce qu'il y a toujours le débat autour du code électoral. À l'approche de chaque processus, on fait une revue du code électoral et on fait des changements qui impactent le déroulement du processus, qui impactent le comportement des électeurs et qui impactent aussi les stratégies des partis politiques, etc. C'est la loi sur le parrainage, par exemple, qui n'a pas rencontré l'assentiment du plus grand nombre. Donc c'est dire que, bien sûr, après, ça a été vicié par les deux cas, comme ils disent, Khalifa Sall et Karim Wade. Mais dans tous les cas, je pense que d'un point de vue structurel, ce que ça m'inspire, c'est que des sauts qualitatifs n'ont pas été faits dans le sens de stabiliser définitivement et de mettre à l'abri notre code électoral pour que ce soit définitivement un consensus très fort sur lequel on ne reviendra plus. Donc c'est à croire. Ce que ça m'inspire, autre point, c'est que c'est à croire que tous nos sursauts démocratiques, tous les acquis, on ne les doit pas à la performance de notre cadre juridique, mais au sens de responsabilité des citoyens qui, en un moment donné, ont pris les choses en main pour arriver à des alternances. Parce qu'à chaque fois, le cadre juridique est revu et on a l'impression que ce n'est pas la performance du cadre juridique qui nous a permis d'avoir deux alternances, mais plutôt à des sursauts citoyens. Pape Amadou Fall, l'opposition qui se retrouve autour d'un collectif dénommé le collectif des 25 candidats, composé pour la plupart des candidats recalés à l'étape des parrainages, qui rejette d'ailleurs la décision des 7 juges du Conseil constitutionnel. Elle s'oppose, ou il s'oppose, ses leaders, au bon déroulement de la campagne électorale avec des menaces. Est-ce à dire que les germes d'une confrontation programmée sont déjà posés? Cela ne date pas d'aujourd'hui. Et je pense que, pour rebondir un peu sur ce que disait Mamadou Seck, vous savez, tirer les enseignements d'un scrutin, c'est extrêmement important. Au sortir de 2012, le champ politique aurait pu s'arrêter pour dire l'une de nos priorités devrait être de redéfinir notre démarche. Qu'est-ce que l'on veut pour notre démocratie? Parce que l'invalidation de la candidature de Abdoulaye Wade nous a valu dès le lendemain, le 28, l'invalidation ou la validation de la candidature d'Abdoulaye Wade. Il nous a valu en 2012, dès le lendemain, la mort d'un policier dans ce pays. Il y a eu beaucoup de blessés. Le process négatif s'est poursuivi quasiment jusqu'à la veille du scrutin. C'est dire que tout cela, bien observé, bien diagnostiqué, aurait dû nous amener autour d'une table entre acteurs politiques pour que l'on dise plus jamais cela. Plus jamais cela, le processus bien entamé, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Il y a eu des étapes extrêmement importantes, fortes, où l'on a dit, venez, asseyons-nous, dialoguons, discutons. La démarche a été biaisée, autant par le pouvoir en place, dans la forme, que par l'opposition, qui n'a pas voulu entendre également raison d'une certaine manière. Comment elle a été biaisée, là, cette démarche-là, pour être un peu plus claire? Pour être très clair, disons tout simplement que quand vous appelez quelqu'un à participer dans un processus, donnez-lui tous les instruments pour qu'il comprenne objectivement vers quoi est-ce que l'on va exactement. Je m'arrête sur le temps fort le plus important que nous avons vécu entre 2012 et 2019, c'est le cas du parrainage. Il a fallu forcer la porte, voire
toutes les fenêtres au niveau de l'Assemblée nationale pour y arriver. Cela a valu une crispation. Si l'opposition a dit, bon, la majorité s'est exprimée, la loi est passée, mais aujourd'hui, l'on voit que l'on remet en cause tout, absolument tout. Alors que si peut-être les uns et les autres avaient dit d'abord, pour l'intérêt national, asseyons-nous, discutons, dialoguons, trouvons le bon poids, mais non, il y a eu du forcing. Et à chaque fois que vous entendez parler de forcing dans une démocratie, attendez-vous à ce qu'il y ait des rebondissements extrêmement négatifs. C'est cela que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à mon sens. Donc ce qui est sûr, ce qui est constant, nous allons vers une élection présidentielle sans consensus fort entre les parties prenantes. Les conséquences possibles de cette situation sur le processus électoral qui doit aboutir à un scrutin. Pape Amadou. Le moment est difficile, extrêmement tendu. Jouer au météorologue est extrêmement difficile parce que nous avons tous l'espoir de voir les acteurs se parler, que la raison puisse être sauve. Ce n'est pas trop tard là de se parler. Je pense que quand on est à l'enjeu d'une nation où l'on se dit il ne faut pas brûler les choses. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé ailleurs. Nous avons suffisamment d'enseignements à tirer et lui, l'expert électoral, pourra certainement nous édifier davantage sur cela. Savoir raison garder, c'est dire jusqu'au bout, on peut peut-être y arriver. Y arriver comment? Donc on vous dirait, mais on nous a imposé un forcing et nous allons droit dans le mur. Donc on vous le diront. Donc on vous dira également que mais nous sommes prêts à faire en sorte que les choses ne se passent pas de cette manière-là. En ce moment précis, nous sommes en train d'entendre l'Église. Nous entendons également certaines autres voix parce que nous sommes dans un pays réseauté, nous sommes dans une dimension confrérie extrêmement importante. Ça, c'est des opportunités à saisir pour le Sénégal parce que à chaque fois que nous sommes allés vers le mur, c'est ces gens-là qui ont pu servir de tampon pour dire non, ça ne se passera pas comme ça. Est-ce que cela va continuer? Ou alors nous allons nous entêter pour dire non, brûlons le Sénégal. Personne ne pense qu'on en sera là. Alors, Mamadou, ce qui est sûr, la situation elle est un peu tendue sur le terrain avec la tension qui monte d'un cran. Finalement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Papa Mamadou l'a rappelé, il faut se parler. Il n'est jamais trop tard de se retrouver pour parler du processus, ce qui doit aboutir à un scrutin paisible et transparent. Qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement, vous qui êtes de la société civile, pour éviter cette confrontation? Bon, il n'est jamais trop tard déjà pour négocier, pour discuter. Je prends l'exemple du Togo où jusqu'à 6 heures du scrutin, on a initié des négociations qui ont permis aux acteurs de s'accorder sur le mode de remontée des résultats. Et ce que peut le Togo, le Sénégal doit pouvoir le faire, la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. Alors, et il y a énormément d'initiatives en cours. La seule chose, c'est que des négociations et des médiations, c'est un processus. Même si je pense que, tirant les enseignements de 2012, il faut compter sur la bonne volonté, les bonnes prédispositions des acteurs pour pouvoir au moins aller vers les négociations. Ce qui est juste un peu inquiétant, c'est que sur tout le processus, l'acteur qui a en charge l'action publique, c'est l'État. L'État n'a fait aucune concession. Si vous regardez tout le processus, si vous lisez un peu les étapes, depuis le début, la revue du code électoral, toutes les discussions, les négociations qui ont présidé a fait preuve de bonne volonté en conviant tous les acteurs impliqués dans le processus à la table de négociation. Il y en a certains qui ont préféré répondre et d'autres ont indiqué que ça ne valait pas la peine. Là, c'est un pas. Il ne faut pas que l'invitation à la table de négociation soit un label sans contenu, ni sans réellement une volonté de pouvoir faire avancer les choses. Je prends juste l'exemple du parrainage. Rien n'aurait empêché à l'État de lâcher du lest, tant sur la forme de la loi, comment elle a été faite,
mais même sur le nombre de personnes qui doivent parrainer, puisque 55 000, c'est énorme. Le contenu a posé problème. C'était à 1% et l'État est revenu à 0,8%. Mais ils ont joué aussi. Ils ont dit entre 0,8 et 1%. Je pense que ce n'était réellement pas des concessions qui ont été faites. Par ailleurs, je pense que même dans l'application de la loi, un logiciel est tombé comme un cheveu dans la soupe sans qu'on ait au préalable eu un regard sur le logiciel, le contenu, la programmation de ce logiciel. Au moins un showcase aurait atténué un peu les suspicions, etc. Donc tout ça renseigne sur le fait que l'État quand même a la charge et la responsabilité de pacifier le processus. Elle a l'obligation de le faire. Je prends juste un exemple. Quand un débat sur la construction européenne interpelle le président Sarkozy, sans aucune forme d'obligation, le président Sarkozy consulte la gauche, la droite, l'extrême droite même qui l'insulte à longueur de journée à travers les médias. C'est parce qu'il est conscient de la responsabilité qui pèse sur lui. L'État devait, à mon avis, travailler à assurer un certain nombre de consensus sur les fondamentaux, ce qui aurait permis au moins de calmer le jeu. Maintenant, je pense qu'on est dans une étape où le processus est irréversible. On n'y reviendra plus. Ce sur quoi, pour le moment. Oui, parce que le processus... Parce que de toute façon, les 5 candidats, c'est définitif. Voilà, donc c'est en cela que je dis que le processus est irréversible, mais pour les négociations, pour les facilitations, tout est toujours possible. Et il faut poursuivre les initiatives, les appuyer, accompagner et surtout compter sur les bonnes prédispositions des parties prenantes. Alors, la loi du parrainage, pratiquement une loi polémique avec ses limites objectives décelées par des observateurs. Le processus, c'est vrai qu'il y a une élection présidentielle au mois de février, mais déjà, au mois de décembre également, il y a les législatives. Jusqu'ici, rien n'a encore été défini de façon claire en perspective de ces jours électoraux. Est-ce que, Pape Amadou, ce n'est pas le moment de corriger ces lacunes qui ont été décelées dans le cadre de la loi du parrainage, ne serait-ce que pour continuer à apaiser les tensions, mettre tout le monde sur un pied d'égalité? Je pense que de manière générale, quand on écoute les différents camps, il y a un consensus. Cette loi peut et doit être améliorée. Ça, je pense que les voix que j'ai entendues pour le moment dans ce pays... En soi, il est bon. J'ai dit, c'est même un déterminant aujourd'hui pour notre démocratie. Parce que quand vous vous retrouvez avec plus de 300 partis politiques, qu'est-ce qui s'est passé quand on a dit le départ est donné pour les candidats à la candidature? Il y a eu combien? 139. 139. Vous avez eu 139 Sénégalais qui se sont levés pour dire « Je veux aller à la présidentielle ». S'il n'y avait pas eu le filtre, on se serait retrouvé dans quel schéma? La question est là. La question est là, ça pose problème. C'est pourquoi, en soi, le parrainage n'est pas une mauvaise chose. Et le parrainage, ce n'est pas une nouvelle loi également. Donc, on vous dira que depuis le début des années 90, c'est dans notre constitution. Non, ça ne concernait pas les partis politiques. Il faut bien affiner. Il faut bien affiner. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Demain, on arrivera peut-être à stabiliser tout cela et la question quasiment ne se posera plus quand il s'agira d'aller vers des joutes électorales. Mais dès lors que notre constitution permet à n'importe qui, dès lors qu'il jouit de ses droits civiques, de dire je suis candidat à, laissons faire et encadrons. Cet encadrement qui est en train d'être posé, il faudra davantage le raffermir pour que demain, on aille vers des joutes où l'on ne dira pas « Ah, c'est la question du parrainage qui pose problème ». Parce que ce que nous avons vécu cette année, je pense que les enseignements, en tout cas ce que nous sommes en train de vivre pour le moment, les enseignements seront bien tirés par les uns et les autres pour que l'on évite toutes sortes de cacophonies allant dans cette dimension-là. Nous sommes un peuple en quête du meilleur. Il faut que l'on le dise.
le Sénégal n'est indépendant que depuis 1960. Vous me direz que d'autres ont fait des enjambées extrêmement fortes et importantes dans cet espace de temps. Nous avons cet avantage de n'avoir jamais connu et nous souhaitons ne pas le connaître. Des troubles qui vont jusqu'à ce qu'on se dise que le pays est totalement bloqué. Durant les 7 ans de mandat de Macky Sall, quoi que l'on puisse dire, le pays n'a jamais été bloqué. Alors, ceci étant dit, Papa Amadou, pour un peu avancer, les formes d'alliance finalement possibles, on va en parler, puisque déjà les tractations dans les coulisses ont commencé pour voir avec quel candidat faudra-t-il nouer l'alliance pour sortir victorieux au soir du 24 février. Les scénarios possibles dans le cadre des alliances. Ce que nous connaissons en forme d'alliance dans ce pays, moi, ça me fait quelquefois sourire. Et tristement d'ailleurs. Tristement. Parce que vous savez, la démarche programmatique, c'est cela qui permet d'aller vers la qualité, véritablement. En 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une coalition qui s'est mise en place et qui n'avait qu'un seul objectif, faire partir le président de la République qui était là, Abdou Diouf. Tout sauf Diouf, c'est ça. Tout sauf Diouf. Alors, en 2012, c'est bis repetita, tout sauf Abdoulaye Wade. Une démarche sauvage, il faut bien la qualifier de telle, une démarche sauvage qui ne permet pas d'aller vers la qualité, véritablement. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, on se rend compte que l'on tend vers également ce process où Macky Sall dégage. Quand les acteurs politiques peut-être se retrouveront pour comprendre que l'enjeu, ce n'est pas seulement de dire faites partir un président de la République, nous l'avons vécu avec Abdoulaye Wade qui au bout de 2 ans a dit aux autres, c'est moi qui gouverne, c'est moi qui ai été élu, laissez-moi le champ libre. Qu'est-ce qui s'est passé après? On est allé de bagarre en bagarre, de bataille en bataille jusqu'en 2012. En 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Certains sont sortis juste pour dire « je veux me positionner pour lui succéder demain ». Ce n'est pas dans cette forme que notre démocratie va s'améliorer, que nos politiques vont également être vraiment de bonne mise. Il faut que les acteurs politiques comprennent que quand on est dans la démarche démocratique, la lecture est beaucoup plus lucide, elle est beaucoup plus aisée, elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus impactante. C'est cela que l'on cherche. Alors, quelle forme cela va avoir aujourd'hui? Moi, je m'attends encore à une certaine sauvagerie dans l'exercice de cette démarche-là. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble pour peut-être sauver la mise d'une certaine manière. Alors, Mamadou Seck, la société civile, en termes de perspective des législatives au mois de décembre prochain, pour éviter la situation à laquelle nous sommes en train d'assister présentement pour ce scrutin présidentiel, qu'est-ce que la société civile entend faire concrètement? Alors, il y a énormément d'initiatives. Ça, c'est lié aussi à la pluralité de la société civile. Il y en a qui sont dans l'observation, d'autres dans la sensibilisation, d'autres dans le monitoring, etc. Pour ce qui nous concerne, l'Institut Gorée, puisque nous avons une unité d'assistance électorale, nous nous sommes positionnés dans le monitoring électoral à travers 4 actions. Le monitoring des réseaux sociaux, vu tout l'impact du digital aujourd'hui dans le débat politique. Le monitoring du parrainage, nous venons de boucler le document qui nous a permis de faire une analyse et de comprendre un peu certains comportements et l'impact du parrainage dans le débat, etc. Le monitoring de la violence que nous sommes en train de mener, le premier rapport vient d'être bouclé. Et enfin, le monitoring des médias. Donc, vous voyez, c'est là où nous nous sommes positionnés. Et à chaque fois, c'est de pouvoir alerter et aider à la décision, puisque c'est des rapports qui seront produits au fur et à mesure et qui permettent à chaque fois d'anticiper sur un certain nombre de faits, permettant à toutes les parties prenantes de prendre les dispositions pour un processus électoral apaisé. La finalité, c'est de contribuer à un processus électoral apaisé. Voilà globalement. Maintenant, d'autres initiatives sont en cours. À terme, je pense qu'il sera mis en place des synergies entre acteurs de la société civile qui sont tous en train de mener des actions diverses et très variées. Maintenant, dans la perspective des législatives, je pense que ce n'est pas que dans la perspective des législatives. Il serait bien qu'on puisse impulser une approche du cycle électoral.
Ça veut dire que même pour la médiation devrait s'arrimer au cycle électoral. À chaque cycle, ces facteurs potentiellement conflictogènes. Donc, si je prends l'exemple de l'élaboration du cadre juridique, c'est un cycle électoral. Ensuite, la planification, c'est un cycle électoral. Ensuite, vous allez vers la mobilisation de ressources, c'est une étape du cycle électoral. Vous allez vers l'éducation, la formation, étape du cycle. La campagne, la phase proclamation des résultats et l'audit et l'évaluation. Voici les 8 étapes du cycle électoral. Mais à chaque étape, des facteurs potentiellement conflictogènes. La proposition serait de pouvoir mettre en place une structure de prévention de conflits qui accompagnerait toutes les étapes du cycle électoral, en décélérer les facteurs potentiellement conflictogènes et ferait des recommandations à l'intention des parties prenantes. Donc, dans la perspective de législative, je pense qu'il faudrait corriger le tir et essayer, dès qu'on sort de la présidentielle, d'impulser une approche qui permettrait de pouvoir revoir le cadre juridique et essayer de l'améliorer. Remettre les acteurs en conflit, compétition politique, les remettre dans le débat pour qu'ils puissent contribuer qualitativement et asseoir des consensus forts et aller vers un processus. Merci Mamadou Seck d'avoir répondu à notre invitation. Juste rappeler qu'il est le coordinateur du programme, du programme Gouvernance, démocratie et processus politique à Gorée Institut, une organisation panafricaine d'intérêt public. Avec nous également Pape Amadou Fall, que nous remercions vivement. Pape Amadou Fall est journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette, mais également analyste politique. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Medion TV Afrique. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro.